Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On conclut le cours de l'asthme, plutôt du traitement de l'asthme dans cette troisième et dernière partie. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description à télécharger, chers amis. Toujours, je vous invite à abonner pour recevoir les prochains chapitres. Prochainement, Inch'Allah. Toujours, je vous souhaite le bon courage dans vos préparations. Alors, maximum de partage, chers amis, maximum de j'aime et on continue. Donc, comme on avait vu précédemment, traitement. Donc, selon les classifications du GINA, vous pouvez les consulter dans la playlist ou bien dans la vidéo précédente. Donc, le traitement de l'asthme, il va reposer sur la notion de contrôle qu'on avait vu. Le traitement doit être adapté selon le cycle qui est basé sur le contrôle de la maladie. Trois critères: évaluer, traiter, suivre et réévaluer, comme on avait dit plus tôt. Donc, suivre, si le patient n'est pas contrôlé, qu'est-ce qu'on va faire du step up? Nous sommes en train de récapituler ce qu'on avait dit précédemment. Si le patient il est contrôlé depuis 3 mois, ça selon les critères du GINA 2006, on va diminuer la dose pour obtenir la dose minimale efficace. Je répète, le traitement il a ses effets secondaires. Donc on va faire du step down. J'espère que vous avez les cités, bien que vous avez les retenues d'après la fois passée. Et bien sûr, un suivi régulier, il est indispensable afin de déterminer la plus faible dose du traitement et permettre de maintenir le contrôle qui est le but du traitement de fond, je répète. Donc, évaluer, traiter, suivre et réévaluer. Là, c'est le cycle qui continue. Donc, le traitement de l'asthme est un traitement continu avec suivi, avec évaluation et réévaluation. Ça, c'est pour vous. J'espère que vous allez pratiquer ça dans votre pratique médicale prochainement. Ah, dans la dernière partie, on va voir le schéma du traitement et on va voir les évaluations, bien, les changements, les évolutions de ce traitement à partir toujours des critères de GINA. Donc, quand vous voyez ça, ce qu'on avait dit précédemment, il existe des steps ou bien des étages et des grades de traitement. Step 1, step 2, c'est ce qui explique qu'on passera du step 1, du step 2, on dira du step up. Ça, c'est du step 3, 4 et 5 qui est réservé au asthme qui est grave ou bien sévère. Donc, je répète, step 1, premier protocole à administrer. Step 2, step 3, 4 et 5 réservés pour les formes graves. Donc, si on administre un traitement step 4 ou step 5, nous sommes devant un asthme dit difficile ou bien un asthme malheureusement qui est sévère. Concernant le traitement du premier plan ou bien premier grade, donc, il est basé sur l'administration des corticoïdes en faible dose, donc les corticostéroïdes dans la forme inhalée, à faible dose pour le step 1, pour le step 2. Donc, c'est la dose des corticoïdes inhalés toujours, avec l'association à la thiophiline. Donc, faites attention, tout ce qui est là en jaune ou en orange, ça c'est du traitement de fond, mais avec toujours le recours. Qu'est-ce que ça? Ça c'est du SABA. Donc là, en bleu, ça c'est le traitement de crise. Je répète, deux traitements administrés, l'un pour la crise, ce qui est en bleu, donc les SABA, les bêta-2 agonistes, ça c'est du short action. Donc courte durée, c'est le traitement d'urgence. Donc pour les exacerbations, à chaque fois qu'on a besoin, donc en anglais c'est as needed. Donc à chaque fois qu'on a besoin ou bien à chaque fois que le patient il a recours à bêta-2 mimétique, il va avoir ces derniers bien sûr toujours dans les normes. Donc, premier grade, step 1. Donc, le traitement, il est associé bien sûr toujours avec de la corticothérapie ou bien plutôt de la bêta-2 agoniste, les SABA, pour le traitement de crise, avec la corticothérapie inhalée qui est le traitement de fond de l'inflammation, bien sûr à un faible dosage. Donc, ça, c'est du grade 1 ou bien step 1. Si l'asthme il est mal contrôlé, donc on va faire de la simulation. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous allons passer au step 2. Donc, dans le step 2, toujours garder les sabbats comme traitement d'urgence, n'oubliez pas ça. Et vous allez associer la corticothérapie à faible dose. Donc, on avancera par palier.
en association à la théophiline. Et on va voir ça concernant les critères de Gina. Donc, step 2 ou bien grade 2 de traitement, la corticothérapie à faible dose, inhalée bien sûr avec de la théophiline. Toujours, on fait la réévaluation. On suivra le patient pendant quel temps et quelle durée? 3 mois. Après ces 3 mois, on va vers la réévaluation. Est-ce qu'il s'agit d'un asthme contrôlé ou non? Donc, si ça marche, on gardera ce traitement pendant 3 mois. On essaiera de le diminuer prochainement. Si ça marche pas, le step 2, qu'est-ce qu'on va faire? Ainsi de suite, on va passer au step 3. Toujours ce qui est en bleu, c'est du traitement de crise, traitement d'urgence, donc toujours les sabbats, plus ou moins en association au formoterol comme traitement d'urgence et comme traitement de fond. Notre but dans ce pour traiter l'inflammation qui est la cause. Donc on va faire l'association, ce qu'on avait vu précédemment, l'association des corticoïdes inhalés avec les LABA, donc les bêta-2 mimétiques long action ou bien à longue durée d'action qui donnera de meilleurs traitements puisque de doubler la monothérapie. Donc je répète, step 3, donc c'est la corticothérapie inhalée avec les LABA à faible dose, toujours avec traitement d'urgence. Si ça ne marche pas, ou bien après cette période de 3 mois, toujours on fait la réévaluation, toujours c'est le même protocole. Si ça ne marche pas, on passera au grade 4 et grade 5. Step 5, step 4, donc step up, step up. Pour le step 4, gardez toujours le traitement d'urgence as needed. Chaque fois qu'on a le recours au besoin, toujours le traitement d'urgence, il est administré, soit en aérosol doseur comme on a vu précédemment, ou en nébulisation s'il s'agit d'un cas d'hospitalisation. Step 4, donc on va augmenter toujours la dose de cette bithérapie, la corticothyroïde, les corticothérapies, les corticostéroïdes inhalés, association au LABA, dose moyenne ou élevée. Si ça ne marche pas, toujours après contrôle de 3 mois, gardez cette protocole, cette machinerie-là. Donc toujours traiter, suivre, réévaluer. Et ainsi de suite tous les 3 mois, comme on avait dit précédemment dans les critères de Gina. Donc les traitements de dernier recours, c'est la notion des les immunoglobulines, donc anti-IgE, anti-IL5 ou bien les interleukines. Ce sont le traitement de grave sévère. Heureusement, on a la majorité des patients, ils vont subir du step 1, step 2, step 3. On a rarement le step 4, step 5, mais malheureusement, il existe dans certains des cas et le traitement sera un peu difficile. Donc je répète, step 1, faible dose de corticostéroïdes, des corticostéroïdes inhalés, la corticothérapie inhalée, traitement de l'inflammation. Toujours les sabbats sont à administrer en cas de besoin. Step 2, la dose de corticostéroïdes. Toujours, on va augmenter la fréquence de cette dernière ou bien augmenter la dose. On peut faire l'association à la théophiline, on va voir ça pour le step 2. Pour le step 3, ce qu'on avait dit dans la partie précédente ou bien dans la première partie du traitement, donc l'association de la corticothérapie inhalée avec les LABA, les bronchodilatateurs à longue durée d'action. Step 4, augmenter les doses. Et step 5, on a le recours aux immunoglobulines et les interleukines. Donc ça, c'était le schéma de traitement. Mais notez bien que ce dernier, il a subi plusieurs modifications selon le temps, selon le besoin du patient, selon surtout l'observance. On va voir ça dans quelques plaques. Donc toujours, selon les critères de Gina, à chaque fois on va changer, on va modifier ces critères-là. Donc commençons du step 1 vers le step 5. Donc toujours les critères de Gina. On a vu que certains patients n'ont pas une bonne observance. Toujours pour mieux contrôler, ça c'est les buts qu'on a déjà cités dans la première partie. Mieux contrôler l'asthme, donc suivre les critères de Gina. Donc parmi les changements, donc vous voyez, prenons par exemple dans le traitement de fond. Donc on avait dit que dans le traitement d'urgence pour les step 1, step 2,
les sabbats sont suffisants. C'est au-delà de stade 3 vers stade 5, on va faire comme traitement d'urgence les sabbats en association avec les corticostéroïdes à faible dose ou du formoterol. Mais lorsqu'on a vu qu'il s'agit d'une mauvaise observance chez les patients classés step 1 ou grade 1 et grade 2, donc selon les critères de GINA 2019, j'espère que vous allez noter ces modifications, c'est primordial. Donc d'après 2019, comme traitement de secours, on a l'association de la corticostéroïde inhalée, la corticothérapie inhalée formoterol. Elle est associée comme traitement de secours. Elle est recommandée pour tous les stades après 2019. Toujours on évolue devant la médecine. C'est pas de la science exacte. Mauvaise observance des patients, surtout au traitement de fond. C'est pour cela, comme traitement de crise, on a associé toujours pour lutter contre l'inflammation. Depuis 2019, quand vous voyez là en rouge, tous les stades, tous les patients vont subir de la corticothérapie inhalée associée à la formoterol comme traitement de secours. Premier changement, traitement de secours, association des ICS, la corticothérapie inhalée avec du formoterol. Deuxième traitement, toujours la mauvaise observance des traitements, bien des patients, mauvaise observance, surtout les enfants, donc les adolescents. Donc pour le step 1, donc, précédemment, comme on l'avait dit, c'était seulement le recours au sabbat et en certains des cas, pas de traitement de fond, donc juste la corticothérapie à faible dose si on a besoin. Pour le step 1, c'est du l'asthme léger. Les patients vont eu aucun traitement de fond, sauf dans certains des cas, la corticothérapie inhalée pour contrôler. Et ces patients-là, donc, ils vont faire le déni de la maladie. Donc, ils vont abuser le traitement. Donc, si, imaginez-vous un patient qui est en étape 1 ou bien en step 1 et l'inflammation ou bien la pathologie, la maladie, elle va évoluer, l'hyperréactivité, elle va évoluer. Donc, il doit passer au step 2. Les patients, donc, ils ont eu du mal, donc, dû aux facteurs psychologiques, d'admettre la maladie et de passer du step 1 au step 2. Donc, un patient qui a eu seulement des SABA, en cas d'urgence, il va avoir soudainement un traitement de fond, la corticothérapie inhalée. Donc, il ne va pas accepter la maladie. C'est pour cela, depuis 2019, toujours le step 1, donc toujours l'association de la corticothérapie inhalée plus formoterol comme traitement de fond en association avec les sabbats au besoin. Donc, depuis 2019, on ne donnera jamais les sabbats seuls, sauf bien sans traitement de fond chez les patients au step 1. Donc, parce que ça serait difficile de passer au step 2, c'est toujours l'observance, le facteur psychologique des patients. Donc, ça, c'est le deuxième changement. Premièrement, association de corticothérapie formoterol à tous les grades pour lutter contre l'inflammation, pour améliorer, pour avoir un bon rendement du traitement. Deuxième changement, donc l'association avec traitement de fond, donc les corticostéroïdes inhalés avec du formoterol comme traitement de fond, même chez les patients classés step 1. Je répète, c'est le facteur psychologique des patients. Donc là voilà, depuis 2018, pas de traitement de fond chez les step 1. Et le voilà, l'association de la corticothérapie inhalée avec du formoterol. Donc ça, concernant le step 1, qui est le deuxième changement. Autre changement, donc, c'est ce qui concerne le step 2. Donc, précédemment, on avait dit que c'était la corticothérapie à faible dose qui a été le traitement de fond pour les step 2. Donc toujours, ça a évolué. Donc, au step 2, c'est à administrer une faible dose journalière de corticothérapie inhalée ou l'association de corticothérapie et le formoterol à la demande.
Donc, ça serait mieux de donner toujours le traitement de fond. Je répète, la mauvaise observance des patients au traitement. Donc, il vaut mieux donner de la bithérapie de façon au besoin ou bien en urgence avec les faibles doses journalières de la corticostéroïde, la corticothérapie inhalée. Ça va donner de bons résultats plus que d'administrer la corticothérapie inhalée seule. Donc, une mauvaise observance des patients, ça serait mieux de donner des doses journalières avec de l'association toujours corticothérapie formoterol aux demandes. Donc ça, c'est le troisième changement selon le step 2. Et dernier changement selon l'étape ou bien step 5 où on a donc ajouté la notion d'évaluation phénotypique associée au traitement dans certains patients. Donc c'est les patients qui ont un asthme qui est résistant, un asthme sévère qui est difficile à traiter. Donc on a associé au lieu d'avoir seulement les traitements additionnels comme l'immunoglobulines ou bien l'anti-interleukine. Donc, on a ajouté la notion de l'évaluation phénotypique donc pour, bien dans la définition du step 5. Et bien sûr, ce qu'on avait dit précédemment, la combinaison fixe des stéroïdes inhalés avec les bêta-2 agonistes à action prolongée, toujours elle est favorisée entre le doublement ou bien l'augmentation de la monothérapie. Donc ça serait logique, ça serait efficace, ça serait bien toléré, ça c'est à retenir, ça serait plus accepté chez les patients. Donc les patients vont accepter la corticothérapie inhalée et qu'on administre cette dernière même au step 1. C'est comme on avait dit précédemment. Donc un seul inhalateur seulement combiné à ces deux. Donc elle est plus simplifiée si on administre ces deux dans un seul comprimé. Ça serait facile à utiliser. Ça va avoir une bonne adhérence aux patients et le traitement personnalisé, il est facilement possible. Et là, ça va être acceptable. Donc ça, c'est le plus important. On a, je répète, un déni de la pathologie, surtout chez les enfants et sujets, si on peut utiliser le terme psychiquement en état spécial. Donc, c'est l'association de ces deux traitements, de la bêta-2 agoniste à longue durée d'action, les LABA avec la corticothérapie inhalée, c'est à retenir. C'est parmi toujours les changements selon les critères de Gina. Et voilà, la plaque là résume tout ce qu'on a dit selon les changements majeurs concernant Gina 2019 à retenir. Donc, toujours au stade 1, donnez pas seulement, donc il n'est pas recommandé de donner les bêta-2 mimétiques à courte durée d'action comme traitement de secours seul. Donc là, je vous invite à noter tous ces points forts. Donc selon, je répète, stade 1, jamais donner de la corticothérapie ou bien de la bêta-2 mimétique, les sabots seulement comme traitement de d'urgence. C'est association à faible dose, la corticothérapie inhalée associée à la formoterol. Donc ça serait un traitement de secours et un traitement de fond de premier choix. Donc, si on vous pose la question, un patient évalué selon l'évaluation à un stade 1, regardez-vous la partie précédente. Donc le traitement de choix, ça serait la combinaison. Donc pas seulement, je répète, pas seulement les sabots comme traitement, urgence et absence de traitement de fond. Vous allez administrer la corticothérapie inhalée avec du formoterol. Ça sera un traitement de secours et même un traitement de fond du premier choix. Et le patient va être acceptable si on augmentera la dose au step 2 de la corticothérapie inhalée. Premier changement, stade 1. Donc, deuxième changement, donc, et à faible dose de la corticothérapie inhalée au formoterol qui serait recommandée comme traitement de fond et de secours de premier choix. Donc, c'est attitude SMART. Et concernant les stades 1 à 5, c'est l'association de faible dose de la corticothérapie formoterol qui est recommandée en premier choix.
et qui va remplacer les bêta 2, les bêta 2 mimetiques. Donc, on donne, donc depuis, je répète, Gina 2019, on donne pas des bêta 2 mimetiques comme traitement de fond seul. Donc, tous les stades, vous voyez là, de 1 à 5, on administrera l'association de la corticothérapie inhalée au formoterol comme traitement de secours. Gardez ça en tête. Donc, pas seulement donc, de Saba seul, selon Gina 2019. Et le dernier, comme on a dit concernant le stade 5, donc la nouvelle règle et la nouvelle nomenclature, c'est l'association d'une évaluation phénotypique chez un spécialiste. C'est de l'asthme qui est sévère, qui est résistant, qui ne va pas répondre au traitement. On a le recours à des mesures extrêmes. Donc c'est l'immuno, bien l'immunoglobuline ou les interleukines, les anti-interleukines qui coûtent cher, qui sont accessibles à tout milieu hospitalier. Donc là, on a associé l'évaluation chez un spécialiste phénotypique afin d'évaluer ce terrain, donc ce patient qui a un phénotype qui est spécifique. Donc, gardez bien cette plaque en tête. Donc, pas de sabbat seulement. L'association de la corticothérapie inhalée avec du formoterol comme traitement du step 1 et même comme traitement de secours chez tous les stades. 1 à 5 et même comme traitement de secours, même au stade 1, c'est un traitement de fond et de secours pour le step 2. Donc là, c'est un tableau qui récapitule tout ce qu'on avait dit. Donc ça, c'est l'ancienne thérapie. Gardez-vous en tête le traitement de fond. Donc ça, c'est le but de cette partie de l'asthme. C'est l'association de les corticothérapies ou bien les corticostéroïdes, corticoïdes inhalés de faible dose associés plus ou moins aux bronchodilatateurs de longue durée. On avait vu dans la première partie, ils ont meilleure tolérance, meilleure efficacité et même un faible coût. Donc ça, c'est le but de cette partie. Je répète, traitement de fond de l'asthme, corticoïdes inhalés en association aux bronchodilatateurs à longue durée d'action ou au LABA. Donc avant de conclure, donc les mesures systématiques, donc l'éviction de l'allergène à chaque fois que possible, donc les mesures hygiéno-diététiques, modification de l'habitat, l'élimination des acariens, surtout les literies, utilisation des bombes acaricides, ou bien les matelas imperméables, donc lutter contre, ou bien si vous avez un problème des animaux domestiques, il faut les évacuer. L'allergène professionnel, surtout du latex et des coiffures, donc exemple de la kératine, donc c'est à éviter. Lutter contre le tabagisme actif et passif, tout ça on a vu dans les facteurs de risque de l'asthme. Et lutter contre l'empoussiérage professionnel, donc qui est un facteur aussi de risque de l'asthme. Contrôler les facteurs favorisants, donc arrêter un traitement, il est contre-indiqué. Donc tout traitement qui est contre-indiqué, il est arrêté. Faites attention, les bêta-bloquants sont contre-indiqués chez un patient asthmatique. Donc ça, vous savez, d'après la pharmacologie, c'est un bronchoconstricteur et ça peut mettre pronostic vital en jeu. Même en colère. Donc, les bêta-bloquants, ils sont contre-indiqués. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine en cas de syndrome de Vidal, les bêta-lactamines aussi en cas d'œdème de King, donc l'asthme qui est associé à un terrain allergique, un terrain d'atopie. Traiter les foyers ORL, surtout les sinusites, les surinfections bronchiques, qui sont responsables de déclenchement de crise, comme on a vu précédemment. Traiter le RGO, le plus souvent le traitement il est médical, c'est le rôle de RGO dans la genèse de l'asthme. Traiter la rhinite allergique systématique par les corticoïdes locaux, les antihistaminiques. La désensibilisation, elle est indiquée, ça c'est à retenir, mais une indication qui est limitée. Donc la désensibilisation, faites attention, ce piège, elle est indiquée que chez le sujet qui est jeune et il est monosensibilisé. Donc c'est un patient qui a un seul allergène et il est jeune. On peut administrer de la désensibilisation. Mais chez un patient âgé, cette désensibilisation peut être grave. Faites attention
Dans vos cas cliniques, on donnera dans la désensibilisation, elle n'est un choix thérapeutique que, je répète, le sujet jeune monosensibilisé. Et elle est plus efficace chez les enfants. Donc, chez un sujet âgé, c'est un patient qui a plusieurs allergènes, ça ne serait à rien de faire de la désensibilisation. Donc là, c'est la notion de l'asthme chez la femme enceinte. Donc l'évolution de l'asthme, elle est variable et elle est imprévisible malheureusement chez la femme enceinte. On a l'aggravation, en tiers des cas, la stabilisation d'autres tiers et l'amélioration dans tiers des cas. Le pronostic de l'accouchement et de l'enfant naître, il est bon si l'asthme, il est bien sûr contrôlé. C'est pour cela qu'on a insisté sur la notion de contrôle de l'asthme. Et s'il s'agit d'une crise d'asthme ou bien d'un asthme aigu grave, avec hypoxie, là, il a un risque fœtal. Donc, hypoxie, détresse respiratoire, c'est tout ce qu'on a vu dans la crise d'asthme aigu, bien l'exacerbation de l'asthme. Âgé, un asthme aigu grave peut être menaçant au fœtus à cause de l'hypoxie qu'il va engendrer. Le traitement, c'est le même. Il n'y a pas de problème ni aux corticothérapie inhalée, ni au bêta-2 mimétique. Et il s'agit d'une bonne tolérance, même à la femme enceinte, dans quelques terrains particuliers. Autre cas particulier, c'est chez les enfants, les nourrissons. Donc, ils ne peuvent pas administrer à lui-même des aérosols doseurs. C'est le rôle des nébulisations ou qui est indiqué là dans le support. C'est les inhalateurs à poudre sèche. Il va faciliter l'utilisation. Il ne nécessite pas la coordination entre l'inspiration et l'apnée, comme on avait dit, via administrer les aérosols doseurs. Donc, et le dépôt pulmonaire, il est augmenté de 10 à 32% et elles peuvent être administrées à doses séparées. Donc, chez les patients, si on vous pose la question, surtout les nourrissons, on a le recours soit à la nébulisation s'il s'agit d'une urgence ou au dispositif qui est illustré, c'est les inhalateurs à poudre sèche. Autre point fort à retenir, donc, chez un patient qui est asthme fort, qui est induit par l'exercice, ou bien l'asthme d'effort induit par l'exercice. Donc, c'est les cas spéciaux, ou bien c'est les cas particuliers qu'on a vus dans les types de l'asthme, ou bien dans la classification de l'asthme. Donc, authentique au bronchospasme, il survient chez un sujet jeune, 5 à 10 minutes après le début d'un exercice. Donc, l'asthme d'effort. Donc, il s'accompagne bien sûr avec une hyperventilation. Le mécanisme là, c'est le refroidissement des voies aériennes qui va donner un bronchospasme réflexe. Donc là, c'est pas de l'asthme atopique. Je répète, là, c'est de l'asthme d'effort. Le traitement d'asthme d'effort, donc, il change. Donc, c'est administré, c'est la prise des bêta-2 mimétiques inhalés 15 minutes avant l'effort pour stabiliser l'asthme d'effort. L'efficacité des bêta-2 mimétiques à longue durée d'action et les antileucotriennes. Donc, ils sont administrés 15 minutes avant l'effort. Donc, ça, c'est pour l'asthme d'effort. Dernier cas particulier, c'est la triade ou bien le syndrome de Vidal, l'asthme avec allergie à l'aspirine. Je répète la fameuse triade, j'espère que vous avez noté dans les parties précédentes. Donc, c'est l'association d'asthme, intolérance à l'aspirine avec les polyposes nasosinusiennes. Donc, vous pouvez consulter la troisième partie qui a été dédiée aux formes ou bien à classification d'asthme. Plutôt, c'était la quatrième partie. Donc, l'asthme à l'aspirine, il est potentiellement grave, je répète, il doit être recherché comme tout facteur médicamenteux. Faites attention au syndrome de Vidal, il peut être mortel malheureusement. Donc ça, c'était l'avant-dernière plaque concernant les terrains particuliers, l'asthme d'effort, l'asthme à l'aspirine, les sujets jeunes ou les nourrissons. C'est le rôle, je répète, de l'inhalateur à poudre sèche. Dernièrement, on finira avec une conclusion, quelques messages à retenir
Donc la prévalence de l'asthme, elle est en train d'augmenter, toujours mauvaise observance. Malgré qu'il s'agit d'un arsenal thérapeutique qui est efficace, la prise en charge reste insuffisante à cause, je répète, mal-éducation du patient et une mal-observance. L'impact de l'asthme, il peut être réduit si ces mesures sont admises ou bien sont respectées. On note un score mauvais de contrôle de l'asthme, donc chez la population, donc, qui a un grand impact sur la vie du patient. Donc, malheureusement, les patients asthmatiques sont souvent mal contrôlés, peu contrôlés ou non contrôlés. On a rarement un patient qui a un asthme qui est bien contrôlé. Donc ça va augmenter les exacerbations. Un asthme non contrôlé, ça risque à exacerber et donner un asthme aigu grave qui est potentiellement mortel. Et il augmente les admissions et les visites chez les médecins qui a un coût socio-économique. C'est tout ce qu'on avait dit précédemment. Tous ces faits soulignent l'impérieuse nécessité à une éducation, donc le rôle pour éduquer le patient, pour accepter la maladie, éviter le déni, faire du traitement de fond, pas banaliser les symptômes, ne pas administrer seulement le traitement de crise et dès qu'il s'agit d'une amélioration, arrêter le traitement de fond. Ça va augmenter les exacerbations et pour tout ça, il a pour but pour réduire tous ces impacts qu'on a déjà cités. Donc ça, c'était la dernière partie, la 10e vidéo concernant le chapitre de l'asthme. Donc prochainement, on va aborder, chers collègues, la BPCO ou bien le BPCO, la bronchite chronique obstructive, toujours la deuxième pathologie chronique de type obstructive. Je vous remercie pour votre attention dans tous ces 10 parties. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations. Merci, chers collègues, pour votre attention et à la prochaine.